C'est en tout cas ce qu'il dit et c'est très intéressant de retrouver sa contribution. Mathieu Bock-Côté, merci d'être avec nous. C'est très important que vous puissiez parler ce soir parce que vous, on le sait, vous écrivez beaucoup. Vous avez écrit dans le premier Front Populaire et dans celui-ci. Vous êtes un observateur du Canada, du Québec. Ça nous intéresse beaucoup ce qui se passe là-bas. C'est un petit peu ce qui va se passer en France d'ici quelques années. C'est un pays qui est devenu totalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le woke, où l'État désormais a radicalisé le multiculturalisme et fait en sorte de tuer toute forme de réflexion souverainiste. Dites-nous ce qu'il en est précisément. Alors, le multiculturalisme dans l'histoire du Canada apparaît d'abord et avant tout comme une technique de neutralisation du peuple québécois. C'est-à-dire, dans les années 60, 70 surtout, 80 et plus, ça va se radicaliser. Il y a un débat constitutionnel au Canada pour savoir, bon, est-ce qu'on reconnaît les deux peuples fondateurs du pays, les Canadiens anglais et ceux qu'on appelait les Canadiens français? On dit aujourd'hui les Québécois. L'État canadien, fondamentalement, est hostile à cette reconnaissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met le multiculturalisme comme doctrine d'État. En 1982, ça rentre dans la Constitution. Et qu'est-ce que ça fait? Ça transforme les peuples fondateurs en communautés culturelles ou ethniques, comme on dit, parmi d'autres, dans la diversité canadienne. Dès lors, dans cette logique, dès que, par exemple, le peuple québécois, qui fait problème parce qu'il pense à l'indépendance, parce qu'il pense à se soustraire à la fédération, dès que le peuple québécois affirme son droit à intégrer les nouveaux arrivants, les immigrants qui arrivent chez lui dans les paramètres de la nation québécoise, il est accusé de pratiquer une forme de suprémacisme ethnique, de suprémacisme culturel. Donc le multiculturalisme, d'abord et avant tout, c'était une technique de neutralisation du peuple québécois pour l'expulser symboliquement de chez lui et n'en faire finalement qu'une communauté parmi d'autres dans un pays qui dit nous sommes tous des immigrants. Ensuite, au Canada, le multiculturalisme s'est affranchi de la question québécoise et est devenu l'espèce de socle de ce que j'appelle l'utopie diversitaire, du régime diversitaire. Donc le Canada est un pays, Justin Trudeau le dit comme tel en 2015, qui se définit par son absence de noyau culturel, de noyau identitaire particulier. Tout ce qui distingue le Canada, c'est sa quête de la diversité. Donc, non seulement la diversité, mais pousser toujours plus loin la diversité. Ce qui fait que depuis quelques années, on a pu assister à des scènes assez cocasses, pour le dire poliment. Par exemple, quand il y a eu la scène autour de Mme Zunera Ishak, une migrante pakistanaise, qui a poursuivi devant les tribunaux canadiens l'État canadien pour avoir le droit de prêter son serment de citoyenneté en niqab. Donc, en niqab, pourquoi? Et là, les tribunaux lui ont donné raison. J'évite le détail du raisonnement juridique, mais surtout la classe politique, globalement, lui a donné raison. On a vu ça comme une double victoire. Une victoire des minorités par rapport à l'hégémonie de la majorité et une victoire féministe, étrangement, parce que c'était le droit des femmes de se vêtir comme elles le souhaitaient, que ce soit en string ou en niqab. Donc, le simple fait de retirer pour un instant son voile au moment de prêter son serment de citoyenneté était vu comme un acte d'autoritarisme identitaire de la part de l'État canadien. Et le Canada est donc engagé dans une forme de radicalisation du multiculturalisme. On l'a vu encore tout récemment avec les attentats en France avec Samuel Paty et ensuite, je crois que c'était dans une église 2 semaines plus tard à Nice, je crois. Et bien, Justin Trudeau a dit fondamentalement, nous, il y a des propos qui ne doivent pas être tenus parce qu'ils sont blessants pour certaines minorités. Le droit à la liberté d'expression doit être modéré par le droit de ne pas être blessé par les uns et les autres. Je précise que le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu une toute autre position en défendant le caractère sacré de la liberté d'expression, en refusant d'institutionnaliser le blasphème quel qu'il soit. Donc, de ce point de vue, la question nationale, le conflit entre, d'un côté, l'État-nation québécois, qui est un État-nation enclavé dans la Fédération canadienne, et de l'autre côté, le multiculturalisme d'État, qui est une religion d'État au Canada, ce conflit est toujours reconduit. Et de ce point de vue, vous avez raison, le Canada est un peu le laboratoire du monde à venir. C'est le pays qui croit être en avance sur le reste de l'humanité et qui pousse toujours plus loin l'utopie diversitaire. Alors, au Canada, le pays est devenu, vous le disiez, le pays roi du modèle multiculturaliste. Et on dit aux migrants, je le rappelais tout à l'heure, venez comme vous êtes. C'est exactement le slogan de McDonald's. C'est-à-dire, c'est amusant ce parallèle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ben, c'est que le Canada dit nous n'avons pas d'identité commune sauf la culture des droits que nous avons en commun. Pour le dire dans le langage de la philosophie politique, une forme de patriotisme habermasien. Donc nous n'avons en commun que les droits que nous reconnaissons mutuellement. Mais l'idée de reconnaître une forme de norme commune, c'est vu comme une manifestation de la tyrannie de la majorité. Et les tribunaux sont là, par ailleurs, pour pousser toujours plus loin la sacralisation des revendications minoritaires. Dès lors, lorsque les nouveaux arrivants arrivent, leur demander
de prendre le pli culturel de la société d'accueil, c'est vu comme une forme de violence qui leur est faite. Il faut toujours garder à l'esprit, cela dit qu'il y a deux contextes au Canada. Au Québec, par exemple, on a voté en 2019, après un long débat qui a duré une dizaine d'années, la loi 21, qui est une loi sur la laïcité de l'État. D'un point de vue français, on serait dans le minimalisme administratif. D'un point de vue québécois, c'était un geste d'affirmation nationale pour dire notre modèle d'intégration, à travers la laïcité, on rompait symboliquement et juridiquement avec le multiculturalisme canadien. À défaut de faire l'indépendance, parce que c'est un peu plus compliqué qu'on le voudrait ce temps-ci, au moins on construit notre propre modèle d'intégration. Cette politique a été présentée par l'État canadien et par ses leaders comme une forme, certains ont fait des comparaisons avec la ségrégation des Noirs aux États-Unis en disant mais on fait subir le même sort aux minorités. La classe politique canadienne présente la loi 21 comme une loi fondamentalement illégitime. Donc la simple idée, chez nous c'est quoi la loi 21? C'est les employés de l'État en situation d'autorité. Les enseignants, les policiers, les gardiens de prison, les juges, une autre catégorie, n'ont pas le droit de porter le signe religieux ostentatoire au travail. Et par ailleurs, il y a une clause de droit acquis pour ceux qui le portaient déjà. Mais ce petit geste passe pour une forme de tyrannie identitaire. Il ne faut pas oublier le regard non plus que portent les élites politiques canadiennes sur la France. Qu'est-ce que c'est la France pour les élites politiques canadiennes? C'est un peu l'Union soviétique des minorités. Le pays qui écraserait les minorités qui y arrivent et on le dit jamais comme tel, mais on n'est jamais très loin de le dire. On sait qu'il connaît des malheurs, et on sait qu'il connaît des attentats, et on n'est jamais loin de dire, mais il l'a peut-être bien cherché. Donc ça traîne dans le discours public du Canada anglais, dans une partie de notre gauche woke locale au Québec, mais notez, je le redis, le désaccord fondamental, structurel, national entre le Québec et le Canada anglais sur ça. Mais oui, le Canada, c'est ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Auparavant, c'était la vocation des nouveaux arrivants de s'intégrer à la culture d'un pays d'accueil. Aujourd'hui, c'est le pays d'accueil qui doit transformer ses institutions, ses attitudes, ses mentalités pour accommoder la diversité. Et il y a une doctrine pour ça qui cherche à le traduire, c'est la doctrine des accommodements raisonnables. Si une règle collective est vue comme étant préjudiciable entre certains groupes minoritaires qui auraient des exigences identitaires particulières, il faut adapter la règle aux revendications identitaires, je dirais presque quelles qu'elles soient. Alors j'ai vu que vous aviez au Canada un commissariat au plan pour atteindre un objectif aujourd'hui d'une population de 100 millions d'habitants, là où vous en êtes à 37 millions à date. Et plus préoccupant encore, chez vous, on dit on n'a plus le droit de parler de l'immigration illégale, il faut parler de l'immigration irrégulière, ce qui a changé beaucoup de choses. Il y a deux choses. Par rapport au commissariat dont vous parlez, c'est en fait un groupe de conseillers auprès de Justin Trudeau qui devait penser au Canada de l'avenir. Et le Canada de l'avenir, c'était justement cette idée d'un Canada de 100 millions de citoyens. Donc là, pour reprendre la formule de René Lévesque, qui est un chef leader souverainiste québécois des années 70 à 80, une grande figure dans notre histoire, Lévesque disait il y a deux ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Disons qu'à 100 millions de Canadiens, le Québec serait condamné à devenir une nuance folklorique insignifiante dans l'ensemble canadien. Ce serait la disparition programmée, parce que nos capacités d'intégration ne sont pas élevées à ce point. Il n'y a pas de partisans au Canada, ni au Québec d'ailleurs, de l'immigration zéro. C'est pas une position qui existe dans l'espace public. Mais la baisse des seuils de l'immigration est une position qui est déjà très audacieuse, même lorsqu'elle est minimale. Or, me semble-t-il que le scénario démographique proposé par les conseillers de Justin Trudeau est un scénario qui représente, c'est la fin du peuple québécois à bien des égards. Pour ce que vous évoquez sur l'immigration illégale, ça c'est assez fascinant. C'est qu'on a eu depuis quelques années le chemin Roxham. Je vous évite les détails, mais en gros, il y a à la frontière canado-américaine au Québec, c'est un lieu de passage finalement pour des clandestins. Donc ça devenait une forme de normalisation du droit d'asile qui devenait une filière migratoire parmi d'autres. Et quand on disait mais c'est de l'immigration illégale, les gens traversent la frontière sans en avoir le droit à cet endroit. Eh bien, les fact-checkers, vous savez, ces espèces de commissaires politiques idéologiques dans les journaux, les fact-checkers qui se présentent comme des gardiens de la rigueur journalistique, disent non, ça n'existe pas l'immigration illégale. C'est une fake news d'utiliser ce concept. En fait, ce qui existe, c'est l'immigration irrégulière. Irrégulière, et là, il y a une forme on tricote d'une définition à l'autre, on fabrique une définition en implique une autre, et en dernière instance, la simple possibilité de penser l'immigration illégale est vue A comme une fake news, et B comme une manifestation de xénophobie et de racisme. Donc le débat public est cadenassé, il y a finalement deux positions possibles sur le débat sur l'immigration, c'est toujours plus et encore plus que plus. Donc on se retrouve dans un scénario où au Québec, encore une fois je dis, où on constate que nos capacités d'intégration ne sont pas aussi élevées
qu'on le souhaiterait, parce qu'on est une petite nation francophone en Amérique du Nord, que Montréal s'anglicise, que les nouveaux arrivants ont tendance à s'assimiler aux anglophones plutôt qu'aux francophones, ce qui est quand même pas un détail là-dedans, eh bien, dans tout cela, le débat cherche à prendre au Québec, mais est inimaginable au Canada anglais. Au Canada anglais, le débat n'existe pas. Au Québec, il réussit à percer dans l'espace public, néanmoins, mais sous la surveillance des patrouilleurs idéologiques. Ouais. Ben, merci beaucoup Mathieu, c'est très important ce qu'il vient de dire, je crois, parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même un objectif global finalement, et ce que traverse le Canada, le Québec en particulier, c'est un peu ce qui arrive en France. Il y a des élites qui ont pensé un plan global, et ce plan global, c'est quand même, comme disait Mathieu Bock-Côté, toujours plus, et puis il faudra bien que les peuples s'accommodent de disparaître en gros. Oui, d'abord, juste un mot pour dire que le mot souverainisme vient du Québec. Absolument. C'est-à-dire que c'est eux qui ont donné... C'est un apport très important. C'est un apport extrêmement important. Et de fait, moi j'ai appris il y a quelque temps qu'aux dernières élections présidentielles, au Québec, Macron est arrivé en tête et j'oublie son nom, Jean-Luc Mélenchon en seconde position. Donc on voit qu'effectivement, les Français qui sont là-bas sont des gens qui sont pour effectivement cette espèce d'immigration généralisée, c'est-à-dire on ouvre les frontières, on se dit tiens c'est drôle, ces deux-là qui sont censés prétendument être totalement aux antipodes, défendent une même vision du monde et sont défendus par des gens qui veulent là-bas effectivement travailler à l'américanisation du Québec. Mais le Québec, c'est le village d'Astérix, quoi. Il résiste avec des millions d'anglophones dans le Canada, des millions d'anglophones aux États-Unis, et ils sont juste là. Et je trouve qu'on n'est pas assez avec eux, on n'est pas assez démonstratif de notre affection, de notre tendresse. Ce sont nos cousins, les vrais cousins d'Amérique. Moi, quand je suis allé la première fois, je crois que c'était à Montréal ou à Québec, je ne sais plus où j'ai vu ça. Enfin, il y avait une maison du Canada, de l'Amérique française. Et je trouvais ça formidable qu'on puisse parler de l'Amérique française. Et depuis le général de Gaulle, on n'aura pas beaucoup dit qu'on les aimait. Ouais. Toute la topographie d'Amérique du Nord, une grosse partie de l'Amérique du Nord est française. Hein. Oui. La ville de Saint-Louis, la ville de Détroit, la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, j'en passe. Enfin, les petites colonies britanniques, les 16 colonies, c'est une toute petite bande de territoire. Hein. Mais le gros de l'Amérique était française. Nous avions, avec les Québécois, une communauté de destin, et on se rend compte qu'on a encore une communauté de destin, apparemment. Bien sûr. Ouais. C'est le laboratoire, ce qui se passe là-bas, hélas pour nous, hélas pour eux, mais ceux qui arrivent là-bas mettra un petit peu de temps à traverser l'Atlantique, mais voilà, et encore, on y est déjà. Alors, merci Mathieu Bock-Côté de votre participation. Je le dis, je le redis, vous avez fait une excellente contribution pour nous éclairer sur la situation au Canada et au Québec que l'on retrouve dans Front Populaire numéro 4. Merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Et